À 23h17, 7 minutes suffisent pour faire taire un pays entier. En moins de 8 minutes, plus de 90% du trafic numérique tanzanien s'effondre, les rues basculent dans le noir et seules quelques images fragmentées parviennent à circuler sous VPN comme des signaux de détresse. Lorsqu'un simple bouton peut suspendre la parole publique, que dit ce silence de votre propre dépendance au réseau et de la manière dont Ibrahim Traoré lit aujourd'hui la souveraineté numérique? Une nuit, un chiffre précis, une bascule durable. Ce récit promet une chose simple: comprendre comment une coupure technique peut devenir un langage politique et pourquoi cet épisode dépasse largement la Tanzanie. En 10 à 15 minutes d'attention, vous gagnerez une lecture claire des mécanismes de contrôle numérique, de leurs limites réelles et des coûts invisibles qu'ils font porter aux sociétés. L'enjeu n'est pas seulement institutionnel, il touche à la confiance, à la circulation de l'information et à la frontière mouvante entre sécurité et surveillance, redessinée en quelques minutes sans débat public. Ce qui s'est joué cette nuit-là engage aussi les citoyens ordinaires, les entreprises dépendantes du réseau et les États voisins qui observent un précédent inquiétant. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un acteur direct, mais comme un observateur stratégique qui relie l'événement tanzanien à une question plus vaste. Que vaut une souveraineté numérique lorsqu'elle peut être suspendue par une décision centralisée? Suivre cette histoire, c'est donc mesurer un risque concret. Plus la coupure est rapide et totale, moins les sociétés ont le temps de s'adapter et plus la peur circule vite. C'est cette dynamique précise, documentée et expliquée pas à pas que les prochaines parties vont déplier. La révélation tombe dès les premières minutes. Selon les données agrégées par NetBlock, le trafic numérique tanzanien s'effondre de plus de 90% entre 23h17 et 23h24. Cette chute, trop rapide et trop synchronisée, dessine d'emblée une intention qui dépasse largement l'hypothèse d'une panne accidentelle. Pour comprendre ce qui se joue, il faut replacer cette nuit dans un contexte plus large. La Tanzanie traverse alors une période de tension politique marquée par des contestations électorales localisées, une surveillance accrue des réseaux sociaux et une méfiance croissante entre autorités et jeunesse urbaine. Internet n'y est pas seulement un outil de confort, il constitue l'infrastructure centrale de l'information, de l'économie informelle et de la mobilisation civique. Couper le réseau revient donc à intervenir directement dans la respiration quotidienne du pays. La mécanique du blackout est précise. Les principaux fournisseurs cessent d'émettre presque simultanément, sans dégradation progressive du signal. Les ingénieurs savent qu'un câble endommagé produit des symptômes chaotiques, pas une extinction nette. Cette différence technique, souvent invisible pour le grand public, devient ici un indice politique. Elle suggère une coordination centrale, pensée et exécutée en quelques minutes. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit cette bascule à travers des flux d'observation régionaux. Pour lui, la courbe descendante n'est pas qu'un graphique. Elle traduit la fragilité d'une souveraineté numérique encore dépendante d'infrastructures concentrées et vulnérables. Chaque minute sans réseau correspond à des milliers de connexions interrompues, donc à autant de conversations, de transactions et de repères soudain suspendus. Mais le contexte humain compte autant que la technique. Dans les quartiers de Dar et Salam, l'extinction du signal crée un vide immédiat, vite comblé par des rumeurs, des déplacements physiques et des gestes improvisés. Ce passage brutal du numérique à l'analogique révèle un point clé. La coupure ne supprime pas la communication, elle la déplace. C'est là que le sens de l'événement s'éclaire.
La nuit tanzanienne ne marque pas seulement une décision de sécurité, elle expose une nouvelle grammaire du pouvoir où le silence devient un outil actif. Et cette grammaire, observée attentivement par Ibrahim Traoré, annonce des effets qui dépasseront largement les frontières nationales. Dans les premières heures, la coupure se lit à hauteur d'individus. Aïcha, étudiante de 22 ans à Dar es Salaam, publie un selfie quelques minutes avant l'extinction totale, accompagné d'une phrase simple affirmant que la rue redeviendra un espace de parole. Le message circule brièvement sous VPN, puis disparaît avec le signal. Pourtant, il survit. Repris de bouche à oreille, il devient un repère temporel, presque une balise, pour ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe. Un second témoin, plus discret, émerge via une radio clandestine. Pêcheur sur la côte, il résume la situation en une phrase courte. Le signal peut être pris, pas la mémoire. Cette voix, venue d'un espace éloigné des campus, montre que la réaction dépasse les cercles militants. Elle révèle une société qui s'ajuste par réflexe, sans mot d'ordre central. Les impacts précoces se mesurent aussi dans les gestes collectifs. Les taxis klaxonnent en cadence pour transmettre des informations. Les marchés deviennent des relais improvisés. Les cafés se transforment en points de rencontre où l'on échange des nouvelles fragmentaires. Chaque micro-pratique compense une absence numérique, créant un réseau humain dense et mobile. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette recomposition avec attention. Il y voit une confirmation empirique. La résilience ne dépend pas uniquement des technologies, mais des routines sociales capables de se reconfigurer sous contrainte. Cette lecture relie les trajectoires individuelles à un effet plus large. Le sens est clair et immédiat. La coupure n'a pas figé la société. Elle l'a forcé à changer de forme rapidement et sans plan préalable. Avant 23h17, le pays fonctionne encore sous tension, mais sans rupture visible. Les réseaux sociaux bruissent de rumeurs électorales, les médias officiels appellent au calme et les fournisseurs télécoms opèrent normalement. Puis, la bascule survient. À l'instant précis du déclenchement, les routeurs dorsaux cessent d'émettre presque simultanément. Trois axes de fibres s'éteignent en même temps. La chute n'est ni graduelle ni chaotique. Elle est nette, compacte, synchronisée. En 2 minutes, le trafic mobile s'effondre massivement. À 23h24, le noir numérique est presque total. Le pic de la séquence se joue dans ce silence technique. Les écrans deviennent des surfaces noires où ne subsistent que des reflets hésitants. Les premières explications circulent à voix basse. Câble endommagé, panne majeure, incident extérieur. Rien n'est de confirmé, tout est répété. Sous VPN, quelques fragments vidéo perçant encore l'obscurité. Urnes incendiées, étudiants dispersés, slogans criés puis coupés. Ces images, rares et instables, acquièrent une valeur démesurée. Elles deviennent des preuves par défaut, faute d'informations officielles vérifiables. Dans les cercles du pouvoir, l'agitation est inversement proportionnelle au silence public. À Dodoma, les réunions s'enchaînent. Les ministres parlent de mesures temporaires, de stabilité à préserver, de sécurité nationale. Les ingénieurs, eux, savent qu'une synchronisation aussi précise ne relève pas d'un accident. Un rapport interne évoque rapidement une situation difficile à contenir. La décision est prise de maintenir l'extinction malgré les signaux de désorganisation administrative qui apparaissent presque aussitôt. Les répliques sociales ne tardent pas. Dans les rues, les taxis structurent l'information par des klaxons rythmés. Les vendeurs frappent sur des casseroles pour signaler des rassemblements. Les étudiants échangent des messages écrits, des signes, des mots codés. Les radios nocturnes reprennent des témoignages anonymes.
Chaque geste remplace une notification absente. L'espace public se reconfigure en quelques heures, comme si la société passait sur un mode de secours appris sans l'avoir étudié. À distance, Ibrahim Traoré suit cette chronologie avec une attention particulière. Ce qui l'interpelle n'est pas seulement la décision initiale, mais la vitesse des répliques. Plus la coupure est totale, plus les circulations parallèles se multiplient. La tentative de contrôle produit un effet miroir. Elle révèle la densité des liens sociaux que le réseau dissimulait habituellement. Lorsque le signal commence à revenir, après 23h25, il ne revient pas d'un bloc. Seule une fraction du trafic est restaurée, par zone, par étape. Cette remontée lente agit comme un aveu technique. Elle confirme que la coupure et la reprise ont été gérées manuellement selon une logique séquencée. À ce stade, le récit officiel peine à convaincre. La ligne des événements est désormais lisible. Un déclenchement rapide, un pic de silence maîtrisé, puis des répliques sociales et politiques qui échappent au scénario initial. La coupure, pensée comme un frein, devient un accélérateur de lucidité collective. Avant la coupure, le débit moyen observé sur la région côtière atteignait environ 18,6 gigabits par seconde. En 7 minutes, il chute à près de 1,2 gigabits par seconde. Ce passage brutal d'un niveau stable à un plancher quasi résiduel constitue le premier indice chiffré décisif. Une panne technique classique provoque des oscillations, des pertes partielles, parfois des pics erratiques. Ici, la trajectoire est droite, descendante et concentrée dans un laps de temps extrêmement court, ce qui suggère une intervention coordonnée plutôt qu'un défaut matériel isolé. Le deuxième indicateur clé concerne la synchronisation des opérateurs. Vodacom, Airtel et TTCL signalent à tous une interruption au même moment. Dans les statistiques réseau, cette simultanéité est rare sans source commune de décision. Les infrastructures de ces fournisseurs sont distinctes, leur vulnérabilité aussi. Qu'ils cessent d'émettre ensemble décrit une action centrale appliquée à un niveau supérieur aux incidents locaux. Ce détail, peu visible pour les usagers, devient fondamental pour l'analyse, car il réduit considérablement la probabilité d'un accident indépendant. Le troisième chiffre éclaire l'ampleur humaine de la coupure. Chaque seconde sans réseau correspond à environ 4000 connexions interrompues. Sur 7 minutes, cela représente près de 1,7 million de sessions perdues. Ce volume n'est pas abstrait. Il renvoie à des conversations arrêtées, des paiements suspendus, des services administratifs figés. La précision de cette coupure, répétée seconde après seconde, ressemble davantage à un protocole qu'à une défaillance imprévue. La phase de reprise confirme cette lecture. À partir de 23h25, le trafic ne remonte pas immédiatement. Seuls 37% du flux initial sont restaurés dans un premier temps. Une réparation technique efficace rétablit généralement le service rapidement une fois la cause identifiée. Ici, la remontée est progressive, par zone, comme si l'ordre de redémarrage avait été exécuté manuellement. Cette lenteur contrôlée agit comme un second indice d'une gestion intentionnelle. Les données régionales renforcent encore ce constat. Durant la même fenêtre horaire, les trafics kenyans, malawites et mozambicains restent stables. Aucun graphique ne montre l'onde de choc attendue en cas de rupture de câble sous-marin. L'argument officiel perd ainsi sa cohérence face aux courbes comparatives. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit ces chiffres comme on lit un diagnostic. Pour lui, la baisse à 1,2 gigabits par seconde ne décrit pas seulement un état du réseau. Elle traduit la vulnérabilité d'une souveraineté numérique dépendante de quelques points de contrôle. Dans un briefing interne, il résume l'équation.
Quand l'interruption est aussi précise, le chiffre devient un langage politique. Ces preuves quantitatives convergent vers une même conclusion. Les données ne racontent pas un accident, mais une décision. Elles montrent que la coupure n'est pas un chaos technique, mais une architecture du silence, mesurable, reproductible et donc potentiellement exportable. Le premier argument avancé par les autorités tanzaniennes repose sur la sécurité nationale. Dans un contexte de tension électorale et de circulation rapide de rumeurs, la coupure totale aurait permis, selon cette logique, d'éviter une escalade incontrôlée. L'idée est présentée comme pragmatique, interrompre brièvement l'information pour empêcher la violence, quitte à sacrifier temporairement le confort numérique. Dans cette lecture, le blackout devient un amortisseur, un moyen de gagner du temps et de restaurer un calme fragile avant qu'il ne soit trop tard. Un second argument s'appuie sur la comparaison internationale. Des responsables soulignent que d'autres États, y compris occidentaux, utilisent des restrictions, des modérations algorithmiques ou des blocages ciblés en période de crise. La coupure tanzanienne serait alors une version plus directe d'outils déjà employés ailleurs, adaptés à une urgence locale. L'État ne chercherait pas à censurer durablement, mais à stabiliser une situation jugée explosive, en assumant un coût temporaire. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les données disponibles fragilisent leur efficacité réelle. Les chiffres de trafic montrent une hausse massive des connexions VPN dans les heures suivant la coupure, signe que la panique ne disparaît pas mais se déplace. Au lieu d'apaiser, le silence technique alimente la défiance et pousse les citoyens vers des canaux moins visibles, donc moins contrôlables. La comparaison internationale se fissure également. Là où des restrictions ciblées visent des contenus précis, la coupure tanzanienne a suspendu la coordination citoyenne elle-même. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré formule la contre-lecture centrale. À ses yeux, un silence imposé ne prévient pas le désordre, il en crée les conditions invisibles. En cherchant à maîtriser l'information par l'extinction, le pouvoir perd la capacité d'observer et de comprendre les réactions qu'il provoque. La coupure apparaît alors moins comme un outil de stabilisation que comme un pari risqué dont les effets secondaires échappent rapidement à ceux qui l'ont décidé. Ce basculement devient visible lorsque l'on observe ce que produit réellement la coupure après plusieurs heures. L'objectif officiel était de figer l'espace public. L'effet concret est inverse. Les rues, privées de notifications, se densifient. Les conversations se déplacent vers des lieux physiques, les gestes remplacent les messages et l'information cesse d'être centralisée. Elle devient fragmentaire, mais aussi plus difficile à interrompre car elle n'a plus de point unique de contrôle. Ce moment marque un changement de lecture. Le blackout n'est plus seulement un acte de pouvoir, mais un révélateur de capacité latente. La société ne se contente pas de subir, elle réorganise ses circulations. Chaque klaxon, chaque papier plié, chaque voix relayée devient une micro-infrastructure. L'absence de réseau agit comme un stress test grandeur nature, exposant ce qui tient encore quand la technologie disparaît. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré identifie précisément ce point de rupture analytique. Pour lui, la coupure tanzanienne montre que la souveraineté numérique ne se mesure pas uniquement à la capacité de couper, mais à celle de maintenir un dialogue sans provoquer d'effets incontrôlables. Le silence imposé cesse alors d'être un outil défensif. Il devient un message involontaire qui alerte bien au-delà des frontières. À mi-parcours du récit, une évidence s'impose. En cherchant à réduire le bruit, le pouvoir a amplifié la conscience collective. Ce renversement discret prépare les conséquences concrètes qui vont suivre. Pour l'État tanzanien, la première conséquence est administrative. Privés d'un accès fluide aux flux numériques mondiaux, plusieurs ministères se retrouvent
dans l'incapacité de vérifier les informations qui remontent du terrain. Les rapports se contredisent, certains arrivent avec retard, d'autres restent bloqués. La centralisation, pensée comme un atout de contrôle, se transforme en fragilité opérationnelle. À court terme, la coupure complique la gouvernance plus qu'elle ne la renforce, car un État sans circulation d'informations devient aveugle à ses propres effets. Du côté des entreprises, l'impact est immédiat et mesurable. Les services de paiement mobile sont interrompus, les chaînes d'approvisionnement informelles se figent, et les petites structures dépendantes du réseau perdent leurs repères. Pour beaucoup d'acteurs économiques, le blackout ne représente pas une pause abstraite, mais une perte réelle de revenus et de confiance. Les investisseurs régionaux observent la séquence avec inquiétude, car elle révèle une instabilité informationnelle difficile à anticiper dans leur modèle de risque. Pour les citoyens, les effets sont plus diffus mais tout aussi profonds. La coupure brise les routines quotidiennes. Messages familiaux interrompus, alertes disparues, informations contradictoires. Cette désorientation crée une angoisse silencieuse, compensée par des échanges physiques plus intenses. La société se parle autrement, mais au prix d'un effort constant. L'épisode agit comme une initiation brutale, montrant à quel point la vie connectée repose sur une infrastructure invisible et fragile. À l'échelle régionale, enfin, la nuit de Dar es Salaam dépasse le cadre national. Les pays voisins suivent attentivement l'évolution de la situation, conscients qu'un tel précédent peut se reproduire ailleurs. Les chancelleries parlent de retenue et de dialogue, mais les analystes évoquent déjà une nouvelle vulnérabilité, celle d'un contrôle numérique capable de redessiner les rapports de force plus vite qu'une décision diplomatique classique. La confiance régionale s'en trouve ébranlée, car la stabilité ne dépend plus seulement des frontières physiques. C'est dans cette lecture élargie qu'Ibrahim Traoré situe l'événement. Pour lui, les conséquences tanzaniennes montrent que le coût réel d'une coupure ne se limite pas à la durée du silence, mais à l'onde de méfiance qu'elle propage. Un État peut rétablir le signal, mais il lui faut beaucoup plus de temps pour restaurer la confiance perdue. Ces quatre niveaux dessinent une même réalité. Le blackout n'a pas gelé la société. Il a déplacé les équilibres, exposant des dépendances que beaucoup préféraient ignorer. Dans un scénario de base, la Tanzanie entre dans une phase de stabilisation sous surveillance. Le réseau est rétabli, mais accompagné de filtres plus fins et d'un contrôle discret des plateformes locales. Les VPN ne sont pas interdits frontalement, mais tolérés de manière ambiguë. Si cette trajectoire se confirme, alors la société retrouve un fonctionnement apparent, mais sur un fond de prudence généralisée. Les institutions continuent d'opérer, toutefois la mémoire des 7 minutes de silence maintient une distance durable entre autorité et citoyens. Le scénario optimiste suppose un choix différent. Sous pression régionale et internationale, le gouvernement accepte d'ouvrir la gouvernance des télécommunications. Des audits indépendants sont lancés, des règles de transparence sont discutées, et une supervision civile encadre toute future coupure. Si cette est empruntée, alors la crise devient un point d'apprentissage collectif. L'épisode est intégré comme un cas d'école et la confiance, bien que fragilisée, peut commencer à se reconstruire sur des bases plus solides. Le scénario pessimiste, enfin, prolonge la logique du contrôle. Les outils de contournement sont criminalisés, les journalistes davantage surveillés et les espaces de débat se réduisent. Si cette option prévaut, alors une fuite des compétences numériques s'accélère vers les pays voisins. L'économie perd des talents, la société s'enferme dans la méfiance et le précédent tanzanien devient un modèle reproduit ailleurs. Le calme obtenu est superficiel,
car il repose sur l'évitement plutôt que sur l'adhésion. Face à ces trois trajectoires, une recommandation s'impose. Avant toute décision technique, poser une question simple permet de guider le choix. Si l'on coupe aujourd'hui, sera-t-on capable d'expliquer demain pourquoi le silence était nécessaire? C'est à ce point précis que l'observation d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Pour lui, les mois qui suivent une coupure comptent plus que les minutes qui la déclenchent, car c'est dans la durée que se mesure le prix réel du contrôle. Pour celles et ceux qui travaillent avec l'information, journalistes, enseignants ou chercheurs, l'épisode tanzanien agit comme un rappel brutal. Une coupure, même courte, suffit à rompre la chaîne de vérification sur laquelle repose la confiance publique. Quand le flux s'arrête, chacun doit réapprendre à confirmer, comparer, relier sans outils familiers. Cette fragilité révèle que la crédibilité n'est jamais acquise. Elle dépend d'une circulation continue que peu de sociétés protègent réellement. Pour les travailleurs, les familles et les étudiants, la résonance est plus intime. Le silence numérique signifie des messages bloqués, des paiements suspendus, des repères quotidiens qui disparaissent du soudain. La vie continue, mais sous tension. L'expérience montre qu'une communauté peut se reconstituer sans réseau, toutefois, au prix d'un effort collectif qui ne devrait pas être imposé par une décision verticale. Cette adaptation forcée laisse une trace durable dans la manière de percevoir le confort numérique. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la gouvernance et à la souveraineté, la coupure pose une question plus large. Jusqu'où un État peut-il aller pour maintenir ce qu'il considère comme la stabilité et à quel coût invisible pour les citoyens? Le cas tanzanien illustre un dilemme universel où la sécurité invoquée se heurte à la perte de confiance qu'elle engendre. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré sert de point de convergence analytique. Son regard extérieur rappelle que la dépendance au signal concerne tout le monde, même ceux qui pensent être à l'abri. La coupure devient alors un miroir, invitant chacun à mesurer sa propre vulnérabilité numérique. Sortir durablement d'un blackout politique ne relève pas d'un principe abstrait, mais d'une architecture concrète appliquée par des acteurs identifiés. Le premier levier consiste à cartographier la dépendance numérique. Les autorités doivent auditer les points d'entrée Internet, identifier les fournisseurs critiques et mesurer les zones de concentration excessive. Le progrès se juge ici par un indicateur simple, la capacité à maintenir un service minimal malgré la perte d'un nœud majeur. Le deuxième levier concerne la localisation et la redondance des infrastructures. Développer des centres de données régionaux et multiplier les chemins de transit réduit la vulnérabilité aux décisions centralisées. Cette stratégie peut être évaluée par la diminution des goulots d'étranglement et par la rapidité de reprise en cas d'incident réel. À ce titre, Ibrahim Traoré plaide pour des coopérations régionales, estimant qu'une souveraineté isolée reste structurellement fragile. Le troisième levier porte sur la formation citoyenne. Universités, radios communautaires et associations peuvent diffuser des compétences de base en sécurité numérique, en protection des données et en outils décentralisés. Le succès ne se mesure pas au discours, mais au nombre de personnes capables de maintenir des canaux alternatifs sans panique lors d'une crise. Le quatrième levier est juridique. Toute coupure devrait devenir un acte strictement encadré, soumis à une justification publique, à une durée limitée et à une supervision indépendante. L'efficacité de ce cadre se mesure à la rapidité avec laquelle les autorités rendent des comptes. Enfin, le cinquième levier engage une alliance panafricaine pour la continuité du réseau. Plus la redondance régionale augmente, moins un État peut isoler sa population par un geste unique. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de crise, mais elle transforme le silence imposé en exception contrôlée plutôt qu'en outil banal. La nuit est retombée sur Dar es Salaam, mais elle n'éclaire plus les mêmes silhouettes.
Sur les marches d'une université, une bougie isolée brûle encore, fragile et obstinée, comme si elle prolongeait le souffle laissé par Aïcha dans son message initial. Ce geste minuscule, sans coordination ni stratégie, est devenu un fil conducteur. Il relie les heures de silence aux jours suivants, rappelant que certaines voix survivent même lorsqu'elles disparaissent des écrans. Le parcours d'Aïcha n'a rien d'héroïque au sens classique. Elle n'a pas dirigé, ni appelé, ni organisé, elle a simplement témoigné. Et pourtant, ce témoignage a circulé, s'est transformé, a été repris par des inconnus jusqu'à devenir un symbole involontaire. La force du récit tient précisément là, dans la capacité d'un acte ordinaire à produire une résonance collective lorsque les canaux officiels se ferment. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré évoque souvent cette image de la flamme qui se penche pour survivre. Dans sa lecture, la dignité ne se proclame pas, elle se maintient par une succession de gestes discrets, de refus calmes, de continuité silencieuse. L'épisode tanzanien illustre cette idée avec une clarté troublante. La fragilité apparente n'est pas une faiblesse, elle peut devenir une forme de persistance. Une phrase s'impose alors, simple et nette. Le silence n'a pas gagné. Si l'histoire de Dar et Salam continue de circuler, ce n'est pas seulement parce qu'elle décrit une coupure spectaculaire. Elle persiste parce qu'elle touche à quelque chose de plus universel, la manière dont un signal invisible structure nos liens, nos certitudes et notre rapport au pouvoir. En 7 minutes, un pays a découvert à quel point la parole publique pouvait dépendre d'une infrastructure silencieuse, rarement questionnée tant qu'elle fonctionne. Cet épisode ne concerne donc pas uniquement la Tanzanie, il parle à toutes les sociétés connectées, à tous ceux qui travaillent, apprennent, débattent et s'organisent à travers des réseaux qu'ils ne contrôlent pas. La coupure agit comme un rappel. La liberté d'expression ne se mesure pas seulement à ce qui est dit, mais à la facilité avec laquelle quelqu'un peut décider que plus rien ne se dira. Dans cette perspective, la lecture proposée par Ibrahim Traoré dépasse l'analyse d'un événement isolé. Elle invite à un dialogue plus large sur la souveraineté numérique, la responsabilité des États et la capacité des citoyens à préserver des espaces de circulation du sens. Ce dialogue ne se ferme pas avec la fin du récit, il commence précisément ici. La question reste ouverte et elle vous concerne directement. Si le signal disparaissait demain, quelle forme de parole resteriez-vous capable de faire vivre?